Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anne Faubry et donc je suis également chez Designer Ethic, qui est l'une de mes deux casquettes. Et aujourd'hui, je viens vous parler de ma deuxième casquette aussi, puisque je vais faire un partage d'expérience de l'éco-conception sur un outil métier. Et donc, on va parler de ce sujet. Parmi vous, qui a déjà eu ce genre de phrase ou pense peut-être ce genre de choses? Typiquement, ce que j'entends souvent, c'est eh bien moi, l'éco-conception, ça ne va pas me concerner parce que j'ai pas d'image ou de vidéo sur mon site. Ou bien j'entends des designers, des design ops, des lead designers qui me disent qu'il y a un travail qui est fait côté infra, optimisation des requêtes ou autre, mais que côté design, finalement, ça va moins les concerner, l'éco-conception. Donc je ne sais pas si c'est des choses parmi vous et que vous ressentez également. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'éco-conception d'outils métiers? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle pour certains d'entre vous? Non? Bon, bah, tant mieux, vous êtes au bon endroit. Donc l'idée, c'est de vous illustrer aujourd'hui ce qu'on peut faire dans une application métier, notamment quand on travaille dans du B2B, ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous. Figurez-vous qu'il y a des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place à différents niveaux. Ça peut être au niveau de la stratégie du produit, puisque parfois, heureusement, le design est impliqué à ce stade, lors de la recherche utilisateur, lors de l'optimisation des parcours, du choix des composants ou encore de la collaboration avec les autres métiers, notamment les développeurs. Donc ça va être dans ces différentes catégories que je vais vous présenter des bonnes pratiques illustrées. Et à chaque fois, je vais faire le lien avec le RGESN. Qui parmi vous, à main levée, a déjà entendu parler du RGESN? Ok, une bonne proportion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme barbare dont je vais beaucoup parler, pour le présenter en une page, il s'agit du référentiel général de l'éco-conception des services numériques. Donc ça a été initié dès 2020-2021 par la DINUM avec sa première publication en 2022. Et puis ça a été publié par l'ARCEP Arcom dans sa version officielle il y a environ un mois, donc c'est tout frais. Et ce projet donc, de référentiel porté par l'État fait partie d'une des initiatives de la loi de la réduction de l'empreinte environnementale du numérique de 2021. Donc ça vient d'un contexte assez officiel, c'est pour ça qu'on s'y réfère beaucoup. Dans ce référentiel, il y a 78 critères. À la fois, c'est peu, c'est moins que le RG2A par exemple, donc ça permet de se plonger dedans un peu plus facilement. En même temps, c'est beaucoup, ça peut être un petit peu costaud, un peu abstrait aussi. C'est pour ça qu'on va essayer d'illustrer aujourd'hui ce que ça peut vouloir dire pour des designers. Je ne vais pas parler de la partie technique, je ne suis pas développeuse, il y a d'autres gens qui le feront bien mieux que moi. Et pour finir, dans ce RGESN, il y a 3 niveaux de priorité pour chaque critère qui sont déterminés, que j'ai remis sur chacune des pages, comme ça vous pourrez voir un petit peu lesquels vont être prioritaires pour votre service. Et pour finir sur le RGESN, c'est un outil qui permet d'évaluer l'éco-conception de son service, donc dans une démarche globale d'éco-conception, donc pas seulement à un instant T, et donc ce n'est pas un guide d'éco-conception. C'est pour ça que ça peut être un petit peu flou sur la signification de certains critères. Pour entrer enfin dans le vif du sujet, comment l'éco-conception peut-elle s'appliquer à une application métier? On va commencer par l'aspect stratégique, on va essayer de suivre un petit peu le cycle de vie d'un projet. Sur la stratégie, le critère peut-être le plus important d'entre tous dans le RGESN, c'est le critère 1.1, qui est d'ailleurs prioritaire en termes de degré d'importance, qui est celui d'évaluer l'utilité du service. Évidemment, quand on parle de pollution environnementale, la meilleure pollution, c'est celle qu'on ne crée pas. Et donc, il s'agit de faire des choses utiles et qui vont être utilisées. Donc, on en a notamment parlé ce matin aussi avec la présentation de la Caisse des dépôts. Comment est-ce qu'on peut faire ça dans les faits? Évidemment, vous allez me dire que c'est très compliqué. On arrive souvent sur des projets qui ont des cycles de vie qui ont déjà été entamés avant notre arrivée. En tant que designer, on n'est pas toujours impliqué sur ces phases amont. Ici, vous avez des exemples de matrices d'analyse systémique qu'on a mises en place dans notre projet de Startup d'État Cartobio. On a essayé d'évaluer quels peuvent être les impacts à court et long terme négatifs de notre service, positifs également. Mais ce qui nous intéressait, c'est aussi d'anticiper ce qui pouvait être négatif, notamment dans la vie des agriculteurs. Cartobio, c'est un outil qui est devenu obligatoire pour tous les organismes de certification pour certifier les parcellaires en agriculture biologique en France. Donc c'est utilisé par 60 000 personnes et ça normalement vient aider les agriculteurs à faciliter leur audit, mais on avait peur qu'il puisse y avoir des dérives, notamment d'utilisation politique pour réduire le nombre d'aides ou ce genre de choses en améliorant la précision des données qui pouvaient être peut-être anticipées par notre service. Donc finalement, dans l'utilité du service, il y a différents aspects. Il y a est-ce qu'il faut le faire de base
ou parfois ça m'est arrivé de conclure après une phase d'audit UX, de dire au client, en fait, ce projet, il ne faut pas le faire. C'est pas toujours facile à dire, mais c'est possible. Il y a pas mal de retours d'expérience de personnes qui le font. Ensuite, il y a est-ce qu'il faut repartir, est-ce qu'il n'y a pas des choses existantes desquelles on peut repartir? N'hésitez pas d'ailleurs à promouvoir l'open source à ce sujet. Et jusqu'où est-ce que je vais également en termes de numérisation des fonctionnalités? Est-ce qu'en cartographiant les externalités négatives, les effets de bord que mon service peut avoir, je ne peux pas venir essayer de les contrer, de les prévenir par d'autres ajouts fonctionnels? Donc voilà pour la partie stratégique, c'était extrêmement important. Le design va beaucoup venir nourrir la conformité à ces deux critères. Donc si jamais vous souhaitez être conforme au RGESN, le design va être très important pour prouver l'utilité du service par des benchmarks, des études de besoins utilisateurs, etc. Même si ce n'est pas toujours facile de mettre en place derrière. Donc sur la page précédente, pardon, je ne l'ai pas précisé, c'est un arbre de décision qu'on a produit chez Designer Ethic qui est disponible en ligne pour vous aider dans cette réflexion. Sur la phase de recherche utilisateur, donc c'est des choses qu'on fait déjà et vous allez voir là aussi qui peuvent venir se mettre en conformité avec le RGESN très facilement. Le premier, c'est évidemment de collecter les attentes des utilisateurs. Donc il y a un critère, le 1.2 notamment, qui vient détailler très spécifiquement tout ce qu'il faut faire pour être conforme aux critères, notamment créer des personas, aller faire des entretiens métiers, des entretiens utilisateurs, etc. pour ensuite faire de l'amélioration continue aussi sur son produit. Ici, on voit deux types de livrables, toujours issus de Cartobio. On voit une étude utilisateur à gauche sur la production de miel et la cueillette sauvage qui a fini comme conclusion par dire il ne faut pas développer ces fonctionnalités dans notre service. Typiquement, c'est un cas où la recherche terrain nous a permis d'identifier ce qu'il fallait faire ou pas par rapport à ce service, ou est-ce qu'il fallait qu'on s'arrête, puisqu'on est dans une logique évidemment d'enrichissement continu quand on a un produit, et donc il s'agit parfois aussi de savoir où s'arrêter. Et à droite, vous avez notre board de Trello de collecte des retours utilisateurs. Ils nous écrivent beaucoup au support et on les collecte soigneusement pour les classer et prioriser ensuite ce qu'on doit faire comme fonctionnalité et argumenter derrière en vue du RGESN sur la nécessité de faire certaines choses. Toujours sur ce sujet, quelques petites idées qui peuvent venir enrichir vos pratiques actuelles. D'un point de vue de l'analyse des données sur de l'existant, n'hésitez pas à utiliser Matomo, Google Analytics ou autres, de préférence des outils libres bien sûr, pour identifier les pages qui ne sont plus visitées, les fonctionnalités qui ne sont pas utilisées, pour enlever en fait dans le service des choses superflues. Et puis, n'hésitez pas à utiliser ces outils également pour identifier quels sont les matériels utilisés d'un point de vue de la résolution d'écran, du système d'exploitation, du type d'appareil, pour être sûr d'être compatible avec des appareils anciens qu'utilisent vos utilisateurs, notamment, par exemple, un smartphone de 320 pixels de large, c'est la recommandation pour le prototypage. Côté recherche utilisateur, comme pour l'accessibilité, n'hésitez pas à inclure d'autres types d'utilisateurs, donc pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Pour l'éco-conception, on peut inclure des personnes éloignées du numérique, appareils anciens, connexions dégradées, etc. Durant cette phase aussi, on peut anticiper le critère 5.8 en identifiant combien de temps les utilisateurs vont avoir besoin d'accéder à certaines données. Donc c'était un petit peu l'exemple que donnait Thomas tout à l'heure sur le fait de ne pas afficher certaines images, de supprimer automatiquement des contenus. Le pendant, c'est que côté design, il faut savoir combien de temps les utilisateurs ont besoin d'accéder à certaines choses. Donc on verra un exemple tout à l'heure. Et côté synthèse, donc la création de personas fait partie des prérequis du RGESN. N'hésitez pas à y ajouter les profils de matériel utilisé, par exemple un smartphone vieux d'il y a 7 ans avec un système d'exploitation un peu plus ancien. Ensuite, c'est très important d'être utilisable en bas débit ou en hors connexion. Nous, on travaille pour des agriculteurs qui sont souvent en zone blanche, donc évidemment, le mode hors ligne a été une nécessité. Ce n'est pas le cas de tous les services, mais être utilisable en bas débit, c'est absolument nécessaire. Il faut savoir que dans les collections filaires en France, il y a encore 40% des gens qui sont à la DSL. Le fait d'utiliser la fibre, d'avoir la 4G, la 5G, ce n'est pas du tout une généralité. Et donc, c'est capital que son service soit accessible facilement sur des connexions bas débit, pour des raisons sociales et d'inclusion également. N'hésitez pas à définir une stratégie de suppression des contenus obsolètes. Donc là, ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure sur la base des retours utilisateurs. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que typiquement, s'il y a un brouillon de parcellaire qui a été créé il y a 2 ans et qu'au bout de 2 ans, personne ne l'a jamais rouvert, qu'il y a eu plusieurs versions qui ont été certifiées depuis, c'est probablement que ce brouillon n'est pas utile. Et donc, on s'est dit, typiquement, on pourrait faire de la suppression automatique de vieux brouillons. Ça peut être vrai sur plein d'autres types de contenus, de posts ou autres. Ensuite, ce qui est capital en éco-conception, c'est d'optimiser les parcours de navigation.
L'idée, c'est que l'utilisateur, particulièrement sur des applications métiers, passe le moins de temps possible sur l'outil, éviter tous les allers-retours, les redondances, les recherches, les actions qui n'aboutissent pas, tout ce qui est inefficace que vous faites probablement dans votre quotidien d'ores et déjà. Eh bien, ça vient répondre à ce critère 4.3 d'optimisation des parcours. Alors, ça veut dire plein de choses, c'est un petit peu large, c'est pour ça que je l'ai illustré avec différents exemples ici. Déjà, ça peut vouloir dire harmoniser les parcours. Quand on fait du product design, on ajoute des fonctionnalités, et puis parfois on peut avoir des incohérences au bout d'un moment entre différentes façons de faire une action. Typiquement, ici, il y avait l'ajout de parcelles, où au début on pouvait l'ajouter par référence cadastrale, ensuite on a ajouté l'ajout par dessin sur la carte, et donc on avait 2 parcours qui n'avaient pas le même nombre d'étapes. Et donc, lorsqu'on a ajouté une troisième façon de créer une parcelle, à savoir l'ajout par clic sur la carte, j'en ai profité pour harmoniser les 3 parcours et clarifier cela pour l'utilisateur. Donc n'hésitez pas en amélioration continue, comme vous le faites peut-être déjà, à en profiter pour rationaliser et s'assurer que les retours utilisateurs, les points de blocage soient bien embarqués. Ça peut aussi vouloir dire révéler progressivement l'information. Quand on affiche tout sur une page, typiquement dans un formulaire, on peut créer de la surcharge cognitive chez l'utilisateur. Et donc ici sur Dialogue, qui est une autre start-up d'État qui consiste à générer des arrêtés municipaux de circulation pour les agents publics, pour que ce soit disponible en données géographiques directement dans les GPS des chauffeurs de camions par exemple. On voit ici que le fait de spécifier chaque type de véhicule va être masqué derrière un bouton, voire plus, pour ne pas surcharger l'utilisateur et qu'il fasse son parcours générique le plus rapidement possible. Ça veut aussi dire éliminer le superflu. À gauche, vous avez une interface que j'avais faite initialement sur la gestion des différentes versions du parcellaire, dans lequel on s'était dit que ça pourrait être bien d'avoir un petit graphique qui montre le degré de conversion du parcellaire en agriculture biologique. Et puis finalement, on s'est dit que c'était peut-être pas nécessaire. On l'a retiré, notamment en plus il posait des problèmes d'accessibilité, de responsive, parce que ça fait un gros tableau qui passe pas forcément très bien sur des résolutions plus petites. Et on s'est dit qu'on verrait bien si on nous le réclame ultérieurement, ce qui n'a pas été le cas jusque-là. Il faut aussi, bien sûr, limiter les fonctionnalités à l'essentiel. De la même façon, ici, on voulait que les auditeurs puissent facilement retrouver parmi les milliers d'audits auxquels ils ont accès via leur organisme de certification, ceux qu'eux avaient fait. C'était un de leurs besoins qui avait été remonté, mais on s'est dit initialement qu'on pouvait faire ça peut-être à la Google Drive, d'avoir le nom de la personne qui a édité tel fichier, qu'on puisse ensuite filtrer par le nom pour avoir les siens. Mais on s'est aperçu qu'en fait, la façon peut-être la plus simple de faire ça, c'était juste de mettre des favoris. Après, il entend ce qu'il veut par favori. En un clic, il peut ajouter directement ses favoris, les filtrer aussi en un seul bouton, et qu'il n'avait peut-être pas besoin de savoir exactement qui avait fait l'audit de quelle parcelle et de quelle exploitation. Donc typiquement, c'était le même besoin répondu de manière beaucoup plus simple que initialement on avait pu imaginer. Et pour finir sur cette partie, toujours dans l'idée de faire au plus simple pour l'utilisateur, il y avait le besoin sur Dialogue, donc toujours cette start-up d'État, de pouvoir filtrer par type de véhicule les interdictions de circulation. Sauf que dans la base de données officielle d'ATEX2, on a des degrés, comme vous pouvez le lire, qui sont extrêmement fins de type de véhicule. C'était peut-être pas nécessaire dans l'interface d'avoir autant de détails. Et donc, ce qu'a fait la designer Aurélie Baton, c'est de garder que 5 catégories, après avoir discuté avec les utilisateurs, pour faire quelque chose vraiment, là aussi, beaucoup plus simple. Donc, encore une fois, c'est sûrement des choses que vous faites déjà, en grande partie, mais sachez que ça vient être en conformité avec le RGESN et qu'il y a beaucoup de choses que vous faites probablement déjà. Ensuite, il y a le choix des composants. Une fois qu'on a travaillé sur ces parcours, il va falloir choisir les bons composants pour les bonnes fonctionnalités. Parfois, ça peut avoir des implications aussi d'éco-conception. Typiquement, il y a un critère qui est important, qui consiste à informer lorsqu'il y a un traitement en cours en arrière-plan, pour ne pas que l'utilisateur, par impatience, par exemple, ou incompréhension, vienne recliquer, relancer l'action, refaire des requêtes inutiles. Typiquement, dans le design système de l'État, il nous manquait un bouton de ce type, donc on l'a créé avec un chargement pour indiquer que lorsqu'on exporte, il y a quelques secondes, parfois, qui peuvent être nécessaires pour que l'export fonctionne, pour empêcher l'utilisateur de venir réappuyer sur le bouton et qu'il sache ce qui est en train de se passer. Également, il faut bannir le défilement infini. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont réellement interdites en éco-conception. Je dirais que s'il y en a 2, c'est le défilement infini et la lecture automatique. Le défilement infini, il a failli être interdit à l'échelle de l'Union européenne, il a failli être interdit à l'échelle aussi française, au Parlement. C'est jamais passé jusque-là, mais pour plein de raisons,
notamment de l'attention et de la captation de nos données personnelles, c'est une mauvaise pratique, mais également en éco-conception, puisque ça va nous inciter à charger beaucoup plus que ce qu'on aurait fait autrement. Donc simplement faire du défilement progressif, du chargement progressif avec l'action d'un bouton, c'est évidemment la préconisation. Après, à soi, selon son contexte, de choisir le nombre de résultats affichés par défaut. Nous, on en a choisi 25 typiquement, c'était largement suffisant. Il faut également informer du format de fichier attendu pour éviter là aussi d'envoyer des fichiers inutiles, qui aient des allers-retours inefficients, de transfert de fichiers en plus qui peuvent être parfois lourds si jamais on se trompe. Donc ici, typiquement, sur des fichiers géographiques, on indique à l'avance le type d'extension acceptée pour la mise en ligne au téléversement. De la même façon, sur les documents, puisque ça va être un facteur important, il faut indiquer le poids des documents qui sont téléchargeables. Typiquement, dans le cas de l'export sur Dialogue, c'est un peu contre-productif de calculer à chaque fois le poids avant de lancer l'export. Donc ce qu'a choisi de faire l'équipe, c'est plutôt d'indiquer un poids maximal d'un ordre de grandeur à 100 kilo-octets, ce qui est assez léger, pour que les gens sachent à peu près l'ordre de grandeur du poids et puissent en fonction choisir de télécharger ou non, mais en tout cas c'est important d'un point de vue de la transparence de l'indiquer en amont. Et enfin, sur cette partie des composants, il faut informer du format de saisie attendu également, pour éviter, là aussi, ça vous est peut-être déjà arrivé, d'avoir des formulaires où on ne sait pas s'il faut mettre plus 33 ou juste 06, ou la date, on ne sait pas s'il faut mettre des slash ou pas. Et donc, évidemment, le format de fichier, format de saisie attendu et les messages d'erreur doivent être très explicites pour éviter au maximum les allers-retours, là aussi, et les inefficiences. Le dernier pilier que je voulais couvrir, c'est la collaboration entre métiers, notamment avec les profils les plus techniques. Dans la revue de conception, qui est exigée par le RGESN, on a choisi de mettre l'aspect de la réduction des impacts environnementaux. Donc là, c'est un document de cadrage qu'on fait à chaque fois sur Cartobio. À chaque fois qu'on veut créer une fonctionnalité, on discute un peu de tous les tenants et aboutissants, quels sont les besoins utilisateurs, les sujets qui vont être attachés à ce sujet. Et on inclut une question sur l'accessibilité et une question sur les autres impacts négatifs, effets de bord, externalités ou autres. Typiquement, est-ce que ça peut faire que les utilisateurs vont créer beaucoup de données? Est-ce que ça va venir alourdir le service? Est-ce qu'il faut qu'on anticipe certains usages, certains comportements? Et donc rien que le fait de se poser la question, déjà, ça peut permettre de concevoir un petit peu différemment sa fonctionnalité en amont. Également, des choses à discuter avec les développeurs, c'est évidemment toutes les interactions. Lorsqu'on a de la saisie dans un champ de formulaire avec de l'aide à la saisie, typiquement une ville comme on voit ici, la recommandation, c'est d'attendre au moins 3 lettres avant de faire une recommandation et ensuite d'attendre une demi-seconde avant d'afficher à chaque lettre, avant d'afficher encore d'autres choix. Donc de ne pas faire de la suggestion instantanée, encore plus si la personne n'a encore quasiment rien tapé. Le responsive est absolument capital en matière d'éco-conception, puisque, comme l'a dit Thomas, l'important, ça va être de fonctionner sur des appareils anciens pour que les gens puissent le conserver le plus longtemps possible. C'est là que se situe la majorité de l'impact environnemental du numérique sur nos terminaux utilisateurs. Donc, il va être hyper important de fonctionner notamment sur des appareils de 320 pixels de large. Même dans une application métier où parfois il n'y a pas d'usage mobile, il faut se dire que pour des raisons d'accessibilité, ou même parfois on a des ordinateurs à 11 pouces, par exemple, voire même des tablettes, le responsive va être capital et ce qui peut le moins peut le plus. Donc, concevoir pour mobile, ça nous assure que le responsive sera correct, même pour des ordinateurs de taille petite. Éviter de développer des applications natives, là en rendant des choses un petit peu plus techniques, mais en fait, elles vont être beaucoup plus lourdes, ça va nécessiter de déployer plusieurs applications pour différents systèmes d'exploitation, et elles vont être beaucoup plus lourdes que des applications web. Donc si possible, privilégier les applications web, la mise en cache, ça fonctionne très bien, c'est ce qu'on a fait pour Cartobio, on peut faire énormément de choses en PWA. Donc discutez-en avec vos développeurs. En plus, les PWA, elles sont mieux référencées par Google. Donc ça a aussi un argument plus pour le marketing. Mais voilà, n'hésitez pas, si c'est possible de l'éviter, à ne pas faire des applications natives. Typiquement, j'ai vu hier que l'Opéra de Paris fermait son application pour améliorer sa version web. Donc il y a aussi voilà, toute une rationalisation des coûts qui est derrière, qui peut être très pertinente. Faire de l'amélioration continue, bon là je pense que je prêche à des convaincus, mais là aussi ça va venir vous mettre en conformité avec des critères du RGESN. Typiquement ici on était sur quelque chose de vraiment MVP avec des tags, donc on était voilà, pour que les gens puissent filtrer très rapidement les parcellaires et les parcelles des agriculteurs. Et puis on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on avait trop de filtres, que ça devenait illisible, donc on a tout refondu pour, encore une fois, toujours améliorer et fluidifier le parcours de l'utilisateur.
Et puis, en dernière bonne pratique, tester sur des appareils anciens. Alors, on n'est pas toujours, en tant que designer, chargé du recettage, mais si vous l'êtes, ou même si vous ne l'êtes pas, si vous voulez pousser le sujet, n'hésitez pas à tester vos services sur des connexions dégradées ou sur des appareils aux résolutions réduites. Vous pouvez le faire dans vos options de navigateur. On vous dit tout dans le guide d'éco-conception de services numériques. Il y a des outils aussi qui vous permettent de faciliter cette phase de test. Et donc, c'est hyper important pour être sûr de fonctionner, notamment sur des appareils vieux de plus de 7 ans, comme le demande le RGESN pour les smartphones. Un petit point sur l'agilité, j'imagine que vous fonctionnez beaucoup en mode agile dans vos équipes, comme moi. Il y a beaucoup de points communs, vous avez vu, sur les bonnes pratiques, notamment le fait de fonctionner de développer par la valeur, de travailler en multidisciplinarité, de façon itérative. Parfois, l'agilité, selon comment elle est appliquée, on l'a dit aussi ce matin, c'est pas toujours bien appliqué malheureusement, elle peut être très contraignante et empêcher un peu de prendre le temps de faire de la documentation, de faire de la mesure, de s'auto-auditer, de faire de l'expérimentation. Elle peut parfois nous pousser à mettre en production très régulièrement, à ajouter sans cesse et pas forcément à retirer. Donc là-dessus, il y a pas mal de bonnes pratiques aussi qui sont recommandées. Ça peut être de mettre en place des sprints de nettoyage, de recherche utilisateur, d'auto-audit. Donc si vous arrivez à pousser ça dans vos équipes, à modifier vos OKR, vos KPI, vos definition of done, l'agilité peut vraiment être un allié dans la démarche d'éco-conception. Pour finir, je voulais vous partager quelques ressources, donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site, on met tout en Creative Commons, donc tous nos contenus sont gratuits et libres, on a toute une thématique éco-conception couverte, mais aussi un aspect design systémique qui peut vous intéresser. Donc il y a le guide d'éco-conception, il y a des articles sur le RGESN, notamment ce que doivent faire les designers, donc tout ce qui va tomber dans notre panier en tant que designer, puisqu'il y a plein de choses qui ne vont pas nous concerner aussi tout de suite directement. Il y a l'arbre de décision sur faut-il numériser, que je montrais tout à l'heure, il y a la matrice d'analyse des externalités aussi que je montrais en premier critère. Il y a encore plein d'autres choses à venir sur lesquelles on travaille notamment avec Thomas et on fait aussi des formations, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à poursuivre la réflexion. Et pour conclure, vous l'avez vu, l'éco-conception, c'est pas forcément très sorcier. Moi, j'ai tendance à dire que finalement, il n'y a que 3 piliers en tant que designer. Il va y avoir la bonne UX déjà. Vous voyez qu'il y a sûrement plein de choses que vous faites d'ores et déjà qui peuvent rentrer dans l'éco-conception. Alors, c'est une double bonne nouvelle. Déjà, ça veut dire que vous en faites sans le savoir. Et deuxièmement, ça veut dire que l'éco-conception est aussi un allié pour pousser vos sujets UX lorsqu'on ne vous écoute pas, lorsque la voix de l'utilisateur n'est pas suffisante. Mais si jamais en face, il y a des gens qui sont réceptifs aux arguments environnementaux, ça fait un argument supplémentaire. Le deuxième pilier, ça va être la sobriété. Comme toujours en environnement, c'est avant tout la priorité, c'est de faire moins et de faire mieux. Et donc ici, il n'y a pas forcément besoin d'être ultra expert pour simplement aller vers le plus efficace, le plus sobre. Et puis troisièmement, il y a l'aspect d'optimisation, où là on a vu des choses un petit peu plus techniques, qui nécessitent parfois de l'expérimentation, de la collaboration avec ses développeurs. Mais là-dessus, il y a plein de documentation. N'hésitez pas à mettre en place petit à petit dans vos services et vos outils. Donc j'espère que ça vous a convaincu et inspiré un petit peu de voir ce qui est possible de faire dans vos outils métiers au quotidien. Merci beaucoup pour votre écoute.